Ce soir, nous sommes sous les yeux de trois hommes. Nous aurons la prochaine fois probablement trois femmes. Trois hommes venus de notre histoire qui, à des moments difficiles, ont tous su prendre leurs responsabilités et intervenir avec espérance dans leur temps. Aujourd'hui, c'est notre moment qui est venu, et j'en suis absolument convaincu, et je crois que les circonstances permettent chacun d'entre nous de nous en convaincre. Le moment est venu, car la situation internationale, comme vous le savez, est extrêmement grave. Nous sommes sous la menace d'une guerre et d'un chaos financier, et nous sommes dans un moment de l'histoire où une puissance, celle de l'oligarchie financière, qui n'appartient à aucun pays. C'est une oligarchie financière, pour ainsi dire, hors sol, qui prend d'opportunité un territoire, mais qui est hors sol. Cette oligarchie financière a créé un système qui ne peut plus continuer. Vous savez que les États-Unis ont imprimé, depuis 2020, 80% des dollars qu'ils ont imprimés dans toute leur histoire, avec, pendant 2 ans, un taux de croissance technologique de 1% et un creux de croissance par être humain, qui tient compte même du financier dans le rapport, de 2%. Donc 1% ou 2% par rapport à 80%, c'est l'inflation et c'est ce qu'il explique. C'est-à-dire, on émet de l'argent et face à là, il n'y a pas de production, il n'y a pas de travail. Donc, évidemment, de plus en plus, la monnaie augmente et sa valeur diminue. C'est le moment où nous sommes. Et c'est ce moment qui porte, face à une oligarchie qui n'a plus les ressources, qui n'a plus de l'avenir, qui n'a plus de projet, qui porte le risque de guerre. Parce que cette oligarchie, par nature, devient prédatrice. Donc on peut avoir honte du système financier et monétaire international, du système économique, du système social, car il conduit à notre perte. On peut aussi avoir honte de notre pays, parce qu'il n'a pas su se mobiliser et il est dans le déclin, dans la désarticulation de tout ce qu'il constitue. Donc, nous voilà face à cette situation. Je dirais que, en même temps, on peut avoir une grande espérance. Une espérance qui est due à la réaction dans le monde contre ce système destructeur. Vous pouvez voir que les pays, autres que les pays d'Europe et les États-Unis, se mobilisent dans une alliance informelle, qui n'est pas une véritable alliance au sens traditionnel du terme, mais un accord défensif pour préserver leur nation et leur peuple. C'est l'Organisation de la coopération de Shanghai, c'est les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et c'est les pays qui s'y joignent maintenant, Turquie, Argentine, Indonésie, et beaucoup d'autres encore, Égypte, qui constituent beaucoup plus que le produit intérieur brut des pays occidentaux du G7, j'y ajoute le Japon d'ailleurs, parmi les G7, et puis beaucoup plus, évidemment, en population. Donc on a un basculement du monde. Et c'est une raison d'être optimiste. Alors que toute la presse vous dit « Oh là là, c'est terrible, il faut avoir peur, les médias nous intoxiquent, voilà la Chine qui devient forte, voilà la Russie, voilà tous ces pays autocratiques qui nous menacent. » Et nous, comme disait Joseph Borrell, qui est le diplomate de l'Europe, nous, l'Europe, qui sommes ce petit jardin magnifique, entouré d'une jungle. Alors, pour arriver à dire des choses de cette nature, et le dire, disons, avec tant de stupidité arrogante et satisfaite, il faut que nous soyons arrivés loin. Et en effet, ces pays autres s'organisent autour de quelqu'un qui s'appelle Serge Glaziev. Serge Glaziev, c'est le chargé de la macroéconomie et des réformes au sein de l'Union économique eurasienne. Il n'est pas du parti
du parti nominalement de Poutine, mais il a été nommé en Russie pour s'occuper de cela, afin de donner une priorité aux échanges économiques avec l'économie réelle et pas une économie dans le monétaire. C'est la dédollarisation, comme on dit, c'est de passer à des monnaies, des échanges entre monnaies de pays à pays. La dédollarisation ne peut pas avoir lieu surtout d'un seul moment, comme certains le pensent. C'est la dédollarisation pour ce qui vient en plus, pour les nouveaux accords, les nouveaux développements. Et peu à peu, comme ce qui vient en plus croîtra, évidemment, on passera à la nécessité de notre système. Serge Glaziev a souligné que l'inspiration lui a été donnée par notre ami Lyndon LaRouche, donc quelque part, ce système qui se met en place progressivement, de façon peut-être chaotique, mais qui se met en place, c'est nous. C'est notre système. Glaziev lui-même a dit, c'est Lyndon LaRouche qui a inspiré ma conception de l'économie physique, de l'économie productive et humaine, contre l'économie monétaire des pays occidentaux. Les pays qui ont fait ce choix, quel que soit leur régime, eh bien ont marché, comme la Chine ou l'Inde, ou même la Russie, dont on dit qu'elle est vacillante, elle vacille depuis si longtemps qu'on se demande si ce n'est pas ceux qui la jugent qui vacillent. C'est une autre question. Mais on est aujourd'hui dans ce moment où se crée autour de ces pays un système qui est l'alternative, qu'on l'aime ou pas. Et Serge Glaziev a envoyé récemment, et je vais vous le lire, un message en disant que notre présidente de l'Institut international, Elgazep Larouche, a fait des suggestions qui sont extrêmement positives pour un nouveau système global de sécurité. Donc vous voyez le rapport à l'international entre ce que nous constituons, notre histoire dans le monde, notre histoire internationale, et ce qui se passe aujourd'hui comme alternative à cet ordre destructeur des pays occidentaux. Hélas. En même temps, en France, on assiste à disons, un système où une oligarchie de fossoyeurs sont véritables fossoyeurs, ont pris le contrôle des choses. Notre principal atout qui est le nucléaire, on l'a laissé aller à volo, et maintenant, je vais vous en parler un peu plus tard, mais Rosatom contrôle tout le cycle du nucléaire par rapport à nous. Non seulement on met des sanctions à la Russie alors que le gaz, le pétrole, le charbon viennent de là-bas, mais en plus le nucléaire. Donc en ce moment, on fait des échanges sous la table. C'est l'hypocrisie dominante. Je viens d'avoir un ami qui exporte du vin en Russie et qui m'a dit qu'il y a eu une réunion à l'ambassade de France à Moscou, auquel on a réuni les principaux Français qui ont des intérêts économiques en Russie, et on leur a dit « Ne le dites pas, ne vous en vantez pas, mais continuez vos affaires ici, continuez vos affaires ici. » Donc ça montre comment fonctionne notre système dans l'hypocrisie mutuelle assurée. Donc voilà la situation. Et c'est une situation très grave, parce qu'elle risque, par erreur, par omission ou par conviction, de mener à une guerre nucléaire. Et vous ne le savez peut-être pas, mais le président Biden aux États-Unis a dit « J'écarte pas l'hypothèse dans laquelle, avec des armes nucléaires tactiques, on devrait opérer des premières frappes si c'était nécessaire. » À quoi Poutine a répondu « Nous, notre stratégie était la stratégie traditionnelle, c'est-à-dire nous faisons qu'une contre-frappe en représailles, mais si les Américains font ça, nous serons peut-être obligés à reconsidérer aussi notre stratégie. » Donc si on est des deux cas dans une stratégie éventuelle de première frappe, même s'il s'agit que d'armes nucléaires tactiques, mais vous savez, quand on brise le tabou, on va nécessairement plus loin. Si on est dans ce système-là, c'est un système pire, c'est une situation pire qu'au moment de la guerre froide. Donc il faut avoir ces choses présentes à l'esprit quand on voit la nécessité de s'engager aujourd'hui. Et en même temps, c'est un moment d'espoir en France, parce qu'il y a au fond du pays les ressources historiques que nous avons, et en même temps les atouts, notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, grâce aux efforts de la France libre, de la résistance et du général de Gaulle, qui l'on avait obtenu, alors qu'on ne voulait pas nous le donner.
Comme quoi la volonté, ça joue, la volonté politique. C'est aussi le nucléaire, au moins ce qu'il en reste. Et c'est surtout un système qui tient encore, tant bien que mal, qui est en train de s'effondrer, mais qui tient, qui est un système social qui fait qu'il y a une certaine forme qui reste de solidarité dans certains aspects de notre vie, bien qu'on soit en train de s'autodétruire. Donc, il y a une volonté aussi du peuple français, hein, je dirais ça, un bloc populaire, d'avoir une autre politique qui convienne et d'avoir en même temps quelque chose qui bientôt va être encore plus clair après l'hiver que nous allons avoir, où les gens vont se ressaisir et vont être beaucoup plus convaincus qu'il faut faire quelque chose en dehors de la pétaudière qui est devenue l'Assemblée nationale, qui parfois ressemble à « touche pas à mon poste ». Donc, il faut se mobiliser. Et c'est pour ça que nous avons réuni ce soir, en espérant que vous entraînerez beaucoup plus que vous-même à vous mobiliser. Notre parti, qui est Solidarité et Progrès, avec l'Institut Schiller International, et nos cercles citoyens, qui visent à rassembler ceux qui veulent un changement, ne veulent pas le faire directement d'un point de vue politique, eh bien nous sommes déterminés à accroître très fortement le nombre d'adhésions. On doit dépasser très vite 1000 adhésions pour ce printemps. Alors vous devez être partie de ce mouvement. Si vous êtes venu, ce doit être pour cela, pour cet effort, qui est absolument nécessaire en raison de ce que j'écris, de la situation internationale, avec ses dangers, la situation de la France avec ses dangers, mais des deux côtés, le potentiel et une espérance. Et c'est le moment à saisir, parce que dans notre pays, comme je l'ai dit, je viens de le dire, mais je crois qu'il faut le dire et le redire, il y a un espoir que toute une partie de nos peuples se ressaisissent. Si vous regardez les chiffres, 48% des gens qui ont voté pour Macron ont voté pour Macron malgré eux, parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen. 50% des Français se sont abstenus, et une majorité a voté, dans la Somme, Marine Le Pen, Mélenchon ou d'autres candidats voulant sortir de l'OTAN et voulant un autre ordre de choses. Mais il ne peut pas y avoir répondant parce que le seul pouvoir qui reste à l'oligarchie en place, à ses représentants politiques comme Macron, c'est de diviser pour régner. Donc ce bloc populaire en puissance, qui voudrait une autre politique, ses propres dirigeants le divisent. Et ils se divisent entre eux. Vous pouvez voir au Front National Bardella contre Briouat. Les autres, Quatennens, le défenseur attitré des femmes, vous avez vu ce qu'il est devenu. Et les traditionnels Ruffin, François Ruffin, Clémentine Autain, et Corbière et Garrido, écartés pour une nouvelle équipe avec Mélenchon. Donc tout ça est fou par rapport à la crise. On s'occupe de ces affaires d'intérêt, de ces affaires intérieures, au lieu de s'occuper des affaires de l'État et de ce qu'il faudrait faire. Alors on dira, oui, mais pourquoi nous pourrions être cette étincelle, ce potentiel, ce catalyseur, cette chose qui fait qu'une réaction chimique se produit ou pas. D'abord, parce que nous sommes patriotes et citoyens du monde. Et quand je parlais ensemble de l'Institut Schiller, de Solidarité et Progrès, et dans nos cercles citoyens, c'est un processus, une dynamique qui touche à la fois le fond de notre pays et qui touche le monde, et qui est nécessaire, et que les autres partis, aujourd'hui, n'ont pas ou ne veulent pas concevoir. Et ça, c'est un salut commun qu'on doit rechercher, pour lequel nous devons nous battre, par-delà les dogmes et les pénuries d'idées dans lesquelles on se trouve. Alors, pourquoi maintenant? Et je vous l'ai dit, c'est qu'il y a urgence et à la fois occasion à saisir. Donc c'est dans ce sens que aujourd'hui, nous disons, voilà, il faut y aller plus qu'on le fait d'habitude, il faut y aller avec toutes nos ressources, tous nos moyens, parce que c'est le moment. Alors, il y a des choses qui se révèlent. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Venise, à Bruges ou dans d'autres villes où il y a un fond de l'eau qui n'a jamais été récuré. Donc ce qui arrive, c'est une métaphore, hein. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des bulles qui montent, elles font pop et ça pue. C'est généralement on dit du méthane, ça peut être encore des choses plus puantes. Et aujourd'hui, ça remonte, pop, pop, pop. Je prends l'Europe.
Il est établi maintenant, Angela Merkel l'a dit, que les accords de Minsk, qu'on prétendait vouloir appliquer pour permettre une stabilisation et la paix en Ukraine, Angela Merkel a dit, c'était pour gagner du temps, pour armer l'Ukraine. Gourdeau-Montagne, qui était le conseiller de Chirac pour les affaires internationales, Chirac avait parfois quelques éclairs de lucidité, ce n'était pas toujours le cas, mais là il en a eu une. Il envoie Gourdeau-Montagne à Moscou en lui disant il faut un accord de stabilité et de sécurité en Europe. On est en 2006, au moment où Poutine se rapproche des pays occidentaux. Il n'a pas encore prononcé son discours de 2007 où il annonce qu'il est en état de rupture. C'est encore Poutine qui a écrit le premier à Bush, qui a téléphoné le premier à Bush après le 11 septembre, premier chef d'État, pour dire « je coopère avec toi sur le terrorisme ». C'est le Poutine encore qui cherche cet accord de sécurité et de stabilité. Alors, Gourdeau-Montagne va voir les Russes qui lui disent « ça nous intéresse. Voyons. Il faut à tout prix avoir cet accord et que la Russie puisse être dans un ensemble intégré qui assure son développement. » On a été pillé sous Yeltsin, pillé par les instituts Adam Smith, pillé par l'Institut démocrate américain, l'Institut républicain américain. On a assez d'être pillé. Ça nous intéresse, cette stabilité économique, et nous pensons que c'est dans un intérêt mutuel. Mais disait à Gourdeau-Montagne, allez voir les Américains. Gourdeau-Montagne va voir les Américains, et c'est Condoleezza Rice, à l'époque. Rien de pire qu'un serviteur qui se prend pour le maître. Donc Condoleezza Rice lui dit, c'est pas vous, petit nain français, c'est l'expression utilisée, qui allez nous empêcher d'étendre notre influence vers l'Est, vers les frontières de la Russie. Alors là, vous avez posé, dès là, les conditions de la guerre qui s'est produite aujourd'hui. En plus, avec ce qu'a dit Angela Merkel après 2014. Donc, je vous raconte ces deux choses parce qu'il faut bien voir la réalité de ce qui se passe et le rôle néfaste qu'a joué l'Union européenne. L'Union européenne, qu'on appelle l'Europe, ça n'a rien à voir avec la civilisation européenne, ça n'a rien à voir avec ce que la France et l'Allemagne, ou l'Italie, ou les autres, ou l'Espagne, même la Lituanie, ont apporté à l'histoire. C'est l'opposé de l'Europe. C'est une Union européenne qui est, quelque part, une caricature de tout ce que nous aurions voulu être et tout ce que nous voulons être. Alors, cette Union européenne, qui se prétend être un jardin dans lequel tout va bien, comme dit Joseph Morel, cette Union européenne vient de créer une académie diplomatique européenne, précisément à Bruges, en Belgique. Elle vient de recevoir la première promotion de députés européens. Ces députés européens parlent tous anglais. C'est quand même faramineux que l'Europe, dans laquelle il n'y a pas un seul pays qui soit anglophone, parle anglais. Ça montre, c'est une image de notre soumission. Et ils vont être dans un petit groupe, ils se verront tout le temps, ils vivront ensemble, et, comme on dit les autorités européennes de la Commission, ils apprendront à basculer du jeu national au nous européen. Mais le nous européen, c'est pas l'Europe, hein, c'est quelque chose d'autre. Ce qu'a dit Joseph Borrell lui-même, qui est du service européen d'action extérieure, il a dit « Je veux que vous me rapportiez en temps réel tout ce qui se passe dans votre pays pour que nous prenions des décisions. » Donc, c'est affirmer que c'est un contrôle à un moment où cette même Europe s'est ralliée à la conférence de Madrid de l'OTAN, à l'OTAN, complètement, acceptant une OTAN globale, une OTAN non seulement militaire, mais aussi économique, s'étendant au monde entier. Alors, preuve de ça, preuve de notre abaissement, vous savez comment s'intitule la salle dans laquelle se tiennent ces réunions de l'Académie diplomatique européenne? Madeleine Albright. Alors, vous ne savez peut-être pas que Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire aux affaires étrangères américaines, avait dit publiquement que la mort d'un demi-million d'enfants irakiens était le prix à payer pour une guerre qui en valait vraiment la peine. Voilà dans quoi on est. C'est pour vous donner un sens de l'abaissement dans lequel on est arrivé en Europe, en se pliant à cela.
Alors, évidemment, vous avez vu peut-être, certains d'entre vous, tous les scandales au Parlement européen, où une vice-présidente, ça montre que ces gens-là se croient dans l'impunité totale. Ils se baladaient avec des valises pleines de billets, c'est comme ça qu'ils ont été attrapés. Ils avaient plein d'informations sur les saloperies qu'ils avaient fait pour blanchir qui? Le Qatar. Qu'il est payé pour ça. Et vous savez que nous avons un président de la République qui a dit qu'il ne faut jamais mêler le sport aux politiques. Qu'est-ce qu'il fait? Avec son team, il prend l'avion pour Doha et il va voir l'équipe de France. Mais non, enfin, c'est pas possible qu'on avale ça en France, qu'on avale des choses pareilles. Qu'on soit dans cette faiblesse d'esprit qui fait qu'on n'est pas en train de manifester dans la rue contre la guerre, qu'on n'est pas en train de se rebeller contre le président qu'on a d'abord élu, comme il dit lui-même, par effraction et ensuite par défaut, et qui représente, on inscrit, moins de 15% des inscrits sur les listes électorales. Alors c'est pas de sa faute, hein, si, c'est en partie de sa faute, mais c'est de la faute de tout un système qui s'est mis en place, allez, je vais être gentil pour lui, depuis la mort de Georges Pompidou, au moins. Donc ce système-là est allé de pire en pire, parce qu'il s'est incliné sur le plan des mœurs, à la dissolution des mœurs, par la manière dont on a dévoyé l'exigence de justice de mai 68, et il s'est dévoyé par un système de dérégulation complète dans tous les domaines de l'économie. Donc c'est le Far West. Et ce que je viens de vous décrire, c'est la loi du Far West, dans laquelle, disons, le prétendu shérif Joe Biden est gâteux et a un fils, l'affaire vient de ressortir, un fils qui a fait les affaires les plus pourries avec les sociétés ukrainiennes et avec des oligarques chinois, qui était drogué, et qui, et ça c'est pas le plus grave c'est que cette histoire savait, et qui a bloqué la presse américaine, les médias, Twitter, Facebook, et encore la CIA et le FBI, qui ont dit quoi? On accuse Hunter Biden, mais c'est une intoxication russe. Ils l'ont dit, même le Figaro leur produit ces choses-là. Donc, c'est pour vous donner un sens, dans ce monde, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut s'engager, et vite. Le Parlement européen est tout dans cette tourmente, comme ils disent. La vice-présidente Eva Kaili, ici, avait son compagnon, un ancien député italien qui maîtrisait tous les réseaux de production. La Cour de justice européenne a un Allemand qui aussi maîtrisait tous les réseaux de corruption. Alors, on en est au moment où Calan enchaîné fait la blague, hein, je l'ai là ce soir, où ils disent une vice-présidente du Parlement européen prise la main dans le sac. Elle siégeait dans plein de commissions. Et elle en touchait encore davantage. Donc on est dans la plus basse corruption, mais ce n'est pas la plus grave. Ce n'est pas la corruption de l'argent, c'est la corruption des esprits. Et tout ce que je viens de vous parler, c'est la corruption des esprits dans lequel on vit. Alors le choc va être dur maintenant. Hein. C'est pour ça que c'est notre chance. Parce que c'est au plus bas, en France, généralement, qu'on se ressaisit. De Gaulle le disait. C'est quand on atteint le fond que tout à coup la France apparaît et ressurgit. Alors, je prends Patrice Duchemin, qui est un expert des questions économiques et de production alimentaire. Voilà ce qu'il dit. Nous changeons de modèle. En étant provoquants, je dirais que nous rejoignons presque celui de l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est communiste. À l'époque, les familles allaient à l'épicerie sans savoir ce qu'ils allaient y trouver et s'adapter au jour le jour. Nous revenons à ce type de quotidien. Le manque de certains produits devient la nouvelle norme. Quand même, c'est parler dans ces termes-là de quelque chose qui est quand même très grave. C'est comme si on disait, il y a des camps qui viennent de s'ouvrir en Allemagne, c'est des camps où on réunit les juifs, on les concentre et on les liquide. Nous devons nous adapter à cette nouvelle norme. Alors, j'exagère un peu, mais la tendance, l'image est la même. Vous avez, cet hiver, les entreprises qui commencent à fermer. Les PME ne peuvent pas vivre. Elles ont des PGE, qu'elles ont contracté des prêts de garantie exceptionnelle, qu'elles ont contractés au moment de la Covid. Actuellement, alors qu'il y a une récession qui arrive et qu'elles doivent rembourser, elles ne pourront pas. Et en plus, elles ne pourront pas parce que le prix de l'énergie s'est multiplié par 5, 10, 20. Donc qu'est-ce qu'elles font? Pour l'instant, elles ferment cet hiver.
Mais il y aura des faillites qui seront beaucoup plus étendues que cet hiver. Mais cet hiver, elles vont fermer. Vous avez une entreprise comme Duralex, qui est encore Sorin, Panzani, des pâtes, mais des Panzani. Une récession, mais avec Macron. Voilà. Où on en est. Alors, c'est très grave, parce que voilà ce qu'ils disent. C'est toujours ce langage-là, vraiment, qui moi, m'exaspère. La date de réouverture reste pour nous sans réponse. C'est vraiment, on croit rêver quand on entend parler de cette façon. On croit rêver quand on voit que le Ségur de la santé n'a rien résolu. 29% des infirmiers français pensent quitter l'hôpital dans les 12 prochains mois, alors qu'on n'en a pas assez. On a fait l'économie de guerre contre la Covid. Mais on a fermé des lits d'hôpitaux en même temps parce qu'il n'y avait pas de personnel pour les desservir. Et parce qu'on voulait faire des économies. Enfin, c'est fou. Et aujourd'hui, la Covid, la grippe et la bronchiolite, ça crée une situation invivable pour l'hôpital. Alors, je voulais vous dire une chose sur tout ça. C'est le sale racisme qu'il y a derrière. Je le dis, le sale racisme. Et si vous ne le combattez pas, vous le partagez. Je suis dur ce soir, mais il faut l'être dans ces circonstances. Vous savez pourquoi? Joseph Borrell. Nous, Europe, on est un jardin. Le reste du monde, c'est la jungle. La Russie, c'est la jungle. L'Argentine, c'est la jungle. Le Pérou, c'est la jungle. Voilà, il y a l'Europe. Hein. Alors on y est bien en Europe. On a froid, on n'aura pas assez à manger, mais on est bien. On est bien parce qu'on défend la liberté. Et pour la liberté, nous a dit Macron, il faut souffrir. Et c'est la fin de l'abondance. Donc voilà où on en est. Et je vois, ce qui me choque le plus, c'est pas ça. C'est l'absence d'indignation par rapport à ça. On accepte ça parce que c'est des éléments de langage. Je dirais plutôt des foutaises de verbiage. Voilà où on en est. Alors les gens commencent à apercevoir. Si vous prenez le RERC, vous apercevez que ça ne va pas. Quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Ou vous êtes dans les trains TER de Hauts-de-France, vous voyez les retards, les pannes, les annulations de trains, etc. Donc ça commence à rentrer dans ce qu'on appelle, dans les salons bourgeois ou chez les économistes, le ressenti. On commence à ressentir que ça nous tombe sur le nez. Alors, en même temps que le service se dégrade, on augmente le prix du pass Navigo. Quelque chose ne va pas quand même. Quelque chose ne va pas. En même temps qu'on dit il faut assurer qu'il y ait une justice sociale, on réduit tous les avantages qu'on donnait pour compenser le fait qu'ils soient chômeurs aux chômeurs. On dit quand ça va mal, c'est-à-dire plus de 9% de chômage, on garde les droits actuels. Et quand ça va moins bien, on les réduit de 25%. C'est pas gagnant-gagnant. C'est un système perdant. Perdant. Donc, on ne le dit pas comme ça, mais c'est la réalité. Les primes. La prime Macron, prime de 6 000 euros, prime Macron, 6 000 euros, en déduction des charges sociales des entreprises, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec une prime, les gens perdent leurs droits sociaux à la retraite et perdent leurs droits. Ça fait partie du salaire. Et en plus, la sécurité sociale perd des moyens. Donc, c'est, dans un régime de monnaie de singe, un système dans lequel on trompe ceux qui reçoivent même cette monnaie singe. Parce que vous savez, ça faisait pratiquement depuis 20 ans, et au niveau actuel depuis 1945, que le niveau de vie, le pouvoir d'achat baissait autant. Il n'avait jamais baissé autant. Actuellement, on a un taux d'inflation en Europe de 10%. En France, c'est moins. Pourquoi? Parce qu'en France, on fait des chèques. Hein. C'est Bruno Le Chèque. Je ne sais pas si vous le savez. C'est pas Macron Le Chèque. Macron Le Chèque, il est au Qatar. Mais Bruno Le Chèque, il fait des chèques en France. Donc, c'est Bruno Le Chèque. On fait des chèques. C'est la politique de la France. Avec quoi? Avec du surendettement. C'est le système français. Fini, mort. On ne peut pas faire du surendettement éternellement.
Ou alors, par l'inflation, on crée une telle austérité sociale qu'on détruit le pouvoir à faire des gens et on fait payer aux victimes les maux qu'ont causés les coupables, qui est la logique de ce système. Et en Allemagne aussi. Alors là, c'est encore plus foutu, parce que l'Allemagne vivait sur le gaz russe bon marché et sur l'exploitation directe ou indirecte des autres pays européens. C'est fini, les deux choses sont finies. L'Italie ne peut pas tenir dans ce système européen. Et en Allemagne, qu'est-ce qu'on fait? Voilà un gouvernement avec deux écologistes, aux affaires étrangères et aux finances, à l'économie, pardon, aux affaires étrangères et à l'économie, Haber et Baerbock, qui disent, ils sont écologistes, hein, on rouvre les mines de lignite, qui sont les plus polluantes. Dans le nord de la France, on voit arriver la pollution d'Allemagne, les mines de lignite. Hein. Donc, étonnants écologistes, en plus. On a détruit le nucléaire chez eux, et ils ont essayé par tous les moyens de détruire le nucléaire français. Avec les complices français. Vous savez, la dernière, Dominique Voynet. Dominique Voynet, elle dit, oui, en 2004, Jospin m'avait dit de mettre le nucléaire dans les priorités des choix européens. On n'avait pas encore la taxonomie, mais c'est ce que ça voulait dire. On m'a dit de mettre le nucléaire. Je vais à Bruxelles. Je rencontre mon collègue anglais qui dit, mais nous, le nucléaire ne nous paraît pas très approprié. Ah, elle dit, il pense comme moi. C'est merveilleux. On va gruger Jospin. Et en effet, l'accord se fait sur la mise en sommeil du nucléaire, ce qui est fait. Et aujourd'hui, on a le résultat, les réacteurs qui ferment. Il n'y a pas eu ni maintenance, et surtout pas de maintenance prédictive. On essaye de voir ce qui peut arriver là ou là, compte tenu des problèmes. Conclusion, qu'est-ce qu'on fait? On a atteint le fond du fond. Qu'est-ce qu'on fait, Cyprien, toi qui es dans le nucléaire? On engage qui pour les soudures? Des Américains. 100 Américains. C'est proprement effarant, alors qu'on était dans tous les domaines de la filière nucléaire, et on détruit la filière. Alors je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. On dépend de la Russie, et on s'est laissé dépendre pour le gaz. La France moins que l'Allemagne, mais quand même. Un peu en Europe pour le charbon, et un peu aussi pour le pétrole. Dans toute l'Europe orientale, ceux qui disent tellement de mal des Russes, on dépend complètement, ils font les affaires tout le temps avec eux. C'est beau l'Europe, hein? Eh bien, la France elle-même en dépend. Je vais vous dire, la première chose, environ 45% de l'uranium français vient du Kazakhstan, qui est un régime sous influence russe. Un fait. La Russie était en 2021 le troisième fournisseur de l'Union européenne avec 20% des parts de marché. En plus de ce que nous avons du Kazakhstan. Ensuite, pour pouvoir être utilisé, l'uranium naturel doit être converti et enrichi. Bien. Rosatom exerce un poids réel, comme dit Le Monde, 25% du marché européen de la conversion et 31% celui de l'enrichissement. Des chiffres qui grimpent à 40% au niveau mondial. Même les États-Unis en dépendent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des sanctions sur le nucléaire? Non, jusqu'à maintenant on n'en a pas fait. Parce qu'on deal sous la table. Mais si on était cohérent avec la politique folle qu'on mène, pas de gaz, pas de nucléaire, qu'est-ce qui nous reste alors que l'énergie est le plus important? Il nous reste ici, il nous reste à promouvoir l'industrie textile, chinoise d'ailleurs, en mettant des cols roulés en hiver. Voilà où on en est. Alors, évidemment, j'ai vu un autre pays. Odile et moi, ma femme, qui revenons de Turquie, on est allé en Turquie invité par un parti qui s'appelle Al-Vatan. Il s'appelait avant le Parti du Peuple, maintenant il s'appelle le Parti de la Patrie. Alors, c'est la vieille conception de Mustafa Kemal, de Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie, qui avait dit sur son lit de mort, je vous lègue trois choses, la science, la raison, la République, et garder toujours un œil sur ce que fait Moscou, ça peut être intéressant. Et ce qu'ils nous ont dit, nous on a gardé toujours un œil sur ce que fait Moscou, on a coopéré avec eux. Résultat, concernant l'uranium naturel, la Russie était en 2021 le troisième fournisseur, nous le savions, de l'Union européenne, et ici, nous avons un contrat pour 4 réacteurs en Turquie, estimé à 20 milliards de dollars,
un peu plus de 19 milliards d'euros, donc 20 milliards d'euros à peu près, signé en 2010, la Turquie qui cherchait en vain depuis des décennies à lancer un programme nucléaire. Nous avons offert un programme nucléaire à la Turquie? Non. La Turquie va vers les Russes? Oui. Ah, on dit, mais c'est pas très moral d'aller avec l'autocrate Poutine. C'est pas bien, vraiment. Voilà, on est converti en dame patronesse. La dame patronesse hypocrite qui verse 0,01% de son revenu, c'est une piécette, 0,0001% de son revenu, une piécette pour donner confiance à la sortie du temple, de l'église ou de la mairie. Voilà où on en est. Donc, tout ça fait dire à des gens comme Natacha Polony, dans Marianne, on a plongé les citoyens dans l'obsession du court terme pour leur faire oublier qu'on a soi-même préparé les pénuries. On est dans un gouvernement sans structure, sans cohérence, sans vision. Henri Guénaud, dans le Figaro, petit à petit, notre État s'effondre. C'est en faisant de la concurrence et du marché une véritable religion que la Commission européenne, et pas seulement les écologistes antinucléaires, a accompli le tour de force de faire sombrer l'extraordinaire réussite industrielle, économique et sociale qu'était EDF dans le naufrage que nous connaissons aujourd'hui. Bon, ces gens parlent, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient il y a 20 ans? Qu'est-ce qu'ils faisaient quand nous dénoncions en 1986 l'acte unique? Qu'est-ce qui fait qu'en 1995, quand je dénonçais dans la présidentielle le système financier qui s'établissait? Comme M. Mélenchon, il rampait. Comme M. Asselineau, ils avaient la vue courte. Voilà. C'est pour ça que nous devons être là, nous. Pour M. Asselineau, il l'a dit lui-même. Avant 95. Reconnaissons-le. Mais en 86, non. Bon. Bref. Tout cela. Philippot était avec Marine Le Pen qui était contre le nucléaire à l'époque. Maintenant, elle est tout à fait pour le nucléaire, c'est un atout de la France et tout ça. Ces gens-là sont plastiques. Comme disait Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Ils sont plastiques, ils s'adaptent aux réalités, ils rampent, ils se déforment et ils arrivent à faire semblant d'avoir raison quand il est toujours trop tard. C'est pour ça qu'on a besoin de nous. Alors, ça c'est pour le négatif. Maintenant, le positif. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de ne pas être à la hauteur. Parce que dans le monde, nous savons bien plus qu'on savait en 1900 ou même en 1950. Nous savons une chose, que nous sommes sur un vaisseau spatial qui s'appelle la Terre. Pourquoi un vaisseau spatial? Parce que maintenant nous savons, parce que vous savez déjà qu'il y a une rotation quotidienne de la Terre. On le sait depuis longtemps, ça n'a été vraiment expliqué depuis pas si longtemps. Rotation autour de son axe. Hein. On sait qu'il y a une précession, une précession des équinoxes, que la Terre est comme une toupie, comme ça, qui tourne comme ça, en 25 000 ans à peu près. 28 500 ans pour être précis. On sait que la Terre est en orbite autour du Soleil, qu'elle tourne autour du Soleil. Après Kepler, qui a expliqué pourquoi, et qui a expliqué ce qu'était la gravitation universelle. Mais on sait aussi qu'il y a les cycles de Milankovitch. Et nous savons que la Terre autour du Soleil est comme une ellipse au maximum, pas une ellipse très très étendue, mais une ellipse, puis qu'elle devient comme un cercle, puis qu'une ellipse comme un cercle, parce qu'il y a différentes influences extérieures. Donc elle tourne autour du Soleil, on le sait, en oscillant sur un cycle. Et il y a des périodes de froid et de chaud. On dit oui, mais c'est que 100 000 ans. Aujourd'hui, c'est l'homme qui pollue, c'est bien connu. Bon. On sait que le Soleil a une trajectoire dans la galaxie. On sait que la galaxie elle-même, et on ne sait pas pourquoi, on appelle ça qu'il y a de la matière noire quelque part, la galaxie matérielle elle-même bouge par rapport aux autres galaxies. Et on sait que l'ensemble des galaxies fait que c'est un système en expansion. On appelle ça l'énergie noire, faute de savoir ce que c'est. Donc on sait tout ça. On sait qu'il y a des choses à découvrir. Et le silence éternel des espaces infinis ne nous effraie plus. Comme le niveau abysmal de la politique française ne nous effraie pas.
On sait qu'il y a des choses à connaître et des choses à refaire. C'est pour ça qu'on se sent bien. La recette de s'engager, c'est de se sentir bien. Parce qu'il y a un plaisir à faire de bonnes choses. C'est le plus grand. Puis on a des moyens extraordinaires. On n'a jamais eu des moyens de communication comme on les a aujourd'hui. On peut communiquer avec des amis dans le monde entier. On peut les voir, c'est le Zoom. On peut, par l'Internet, se parler dans le monde. Moi, j'étais aux États-Unis en 1972. Et j'ai vu tout à coup apparaître là-bas un espèce de système bizarroïde où il y avait une boîte dans laquelle on pouvait mettre un papier et au bout on voyait un papier. J'ai dit mais il y a une chose extraordinaire qui se prépare. Ça va changer beaucoup de façons de se voir les uns par rapport aux autres. Vous voyez aujourd'hui ce qui est arrivé. Vous avez associé à cela la robotique, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Vous savez ce que ça a pour avantage ? Ça peut faire tout le travail idiot, répétitif qui est à faire. Ça peut faire des communications très rapides, encore plus rapides avec ce que les Chinois ont fait l'essai, la communication quantique, où quelque chose qui se passe ici se passe exactement en même temps là, à des milliers et milliers de kilomètres, sur un satellite, dans leur cas. Donc on a des découvertes extraordinaires à faire pour la connaissance du monde dans lequel on est. Et vous avez l'énergie. Alors je ne sais pas si vous connaissez la bonne nouvelle d'aujourd'hui. La fusion thermonucléaire. Lawrence Livermore, aux États-Unis, a fait pour la première fois l'expérience de dégager plus d'énergie qu'il en a été consommé. Pendant un instant bref et très peu d'énergie. Mais c'est possible. C'est rendu possible en laboratoire. Alors, évidemment, c'est des lasers à très haute énergie concentrés sur une cible. Ça s'appelle le confinement inertiel. Ce n'est pas le confinement magnétique qui est le confinement de Cadarache, de tout le système que nous bâtissons avec l'ensemble des pays du monde. Alors, évidemment, ce qu'on vous dira, on prendra ça dans toute la presse. Ah, oh, c'est une prouesse, mais, comme on dit Libération, c'est une prouesse, mais ce n'est pas un espoir de l'utiliser. C'est simplement une expérience de laboratoire. Pour le Figaro, ils vous disent on ne sait pas encore exactement récupérer cette chaleur et s'il faut la récupérer, ceci est via la production de vapeur d'eau pour faire tourner les turbines, comme avant. Or, l'avantage et la recherche à faire, c'est la récupération directe. C'est le défi de maîtriser l'inconnu. Et c'est à ça que le français d'aujourd'hui que je vois, il arpente le connu et il défend le peu qu'il a pu acquérir par rapport à tout ce qui pourrait être acquis, au lieu de se mobiliser pour un meilleur à l'avenir. Les syndicats, c'est ça exactement. Ils défendent ce qu'ils ont pu obtenir. Mais ils ne sont pas en train, ils ne croient plus qu'il peut y avoir un système meilleur dans l'avenir. Et c'est ça que nous devons donner le sens. C'est à ça que nous devons donner le sens dans notre combat. Et évidemment, pour échapper aux 4 vices dans lesquels on est tombé. Je ne sais pas si certains ont lu ce que j'avais élaboré au moment du Covid sur notre feuille de route. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ces 4 vices, certains d'entre vous. Le premier, c'est le vice financier. C'est-à-dire de penser court terme monnaie et pas la réalité physique du projet que vous entreprenez et pas sa réalité humaine. Vous achetez en bourse, par exemple, quelque chose, pas en fonction de sa qualité propre, mais en pensant est-ce que ça va monter, et je l'achète parce que ça va monter. Ou je parie à la baisse, ça va baisser. Et je peux le faire à chaque minute. Donc c'est un système de fou. Pour du pétrole, qui est quelque chose dont on a besoin à long terme, pour le nucléaire, dont on a besoin à long terme. Même pour le BTP, dont on a besoin de construire à long terme. Un barrage, même une maison. Donc le vice financier. Après, c'est le vice malthusien. Comme on n'investit pas dans ce qui crée, on n'a pas de quoi nourrir plus d'êtres humains dans le futur. Donc on est malthusien. Et on a dit le monde est surpeuplé. C'est la plus grande connerie qu'on ait jamais pu dire. Parce qu'elle touche à la natalité qui est essentielle. Et en France, même la natalité baisse. On est encore probablement les meilleurs de l'Europe, mais on est en dessous du taux de fertilité et de reproduction, qui est de 2,1. On est à 1,85. Donc, regardons les choses. Si vous êtes dans une
situation où vous ne pouvez plus penser que vous nourrirez et développerez plus d'êtres humains. Ce qui arrive, c'est que vous en faites moins. Et ce qui est en train d'arriver partout, sauf en Afrique. Alors voilà la région la plus dépourvue, qui est encore ce qui fait le plus d'êtres humains. Et nous, parce qu'il s'est développé un confort pessimiste et un goût du plaisir immédiat, et un manque de ressources aussi, ben, on ne se reproduit plus. C'est quand même quelque chose de très grave. Parce que ce qui substitue à ça, c'est une économie du plaisir, de la différence, de saisir les choses et d'être très divers. LGBTQIA+. Alors quand on était en Turquie, les Turcs manifestaient leur désir de développement. C'était vraiment, je retrouvais un certain sens d'une vieille gauche ou du gaullisme, qui avait partagé sur ça la même chose à la Libération et entre 58 et 69. Qu'est-ce que c'était? Nous sommes le parti du travail, de la production. Les jeunes apprennent, les autres travaillent. Ça, c'est notre politique. Ça a l'air très simple, mais c'est très simple. Mais aujourd'hui, si vous comparez à ce qui se passe dans nos pays, on dit oui, mais les jeunes sont dégoûtés du travail. Il y a des tas de choses sur comment échapper du travail, l'escapisme du travail. J'ai vu le terme utilisé. C'est pas Ségolène Royal, hein, c'est quelqu'un d'autre. Donc, l'escapisme du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jeunes ne veulent plus travailler, mais quel est le niveau des salaires? Quel est le niveau de dignité respecté? Comme il y a des minima sociaux, ben on accepte d'être petit, d'être resté avec les minima sociaux, et pas d'aller à un travail auquel on ne trouve aucun intérêt réel. Alors c'est très intéressant. Même Marianne, qui est la collabo cachée d'un système, même Marianne a publié une enquête sur les jeunes, et il s'avère que 75 à 80% veulent un travail digne et bon, et ils y tiennent beaucoup, mais que dans les conditions du travail qu'elle aurait donné actuellement, ils ne voient pas tellement l'intérêt que ça représente. Donc c'est intéressant, parce qu'il faut donner à des gens qui attendent quelque chose, et c'est notre engagement plus général, il faut donner à ces gens vraiment ce qu'ils méritent d'attendre, c'est-à-dire un monde meilleur. Et ça, c'est accueillir tout être humain avec un beau visage, et c'est être capable de faire passer l'humain avant la monnaie. Et ce qui est humain dans l'humain, c'est-à-dire pas d'avoir un sexe, des yeux, deux jambes et deux bras. Non, c'est la création humaine, la capacité de rendre l'environnement meilleur, d'être sa capacité de créer qui est cohérente avec un univers qui est en processus, dans une dynamique dont on mène la création. Alors on dit ça, mais vous êtes fasciste, mais vous prétendez régenter l'univers. Non, c'est vous qui êtes fasciste. Parce que vous niez l'être humain et sa capacité, et donc sa responsabilité. Et vous créez un monde de ressources finies, dans lequel on est condamné à la survie du plus apte, et à mépriser l'autre parce qu'on essaye de prendre ses ressources. C'est ça le malthusianisme. Alors, vous avez le vice géopolitique, c'est au niveau des nations. Votre pouvoir au détriment des autres, avec tous les dangers qu'il y a aujourd'hui. Le danger du West against the rest, comme disent les Américains, les pays occidentaux contre le reste du monde. Parce que si ces pays de reste du monde s'organisent, c'est très bien, pour être l'embryon d'un système de développement à l'échelle générale. Mais s'ils s'organisent en bloc contre le bloc occidental, c'est le conflit, c'est la guerre, fatale. Ce ne sera pas la même guerre qui est la guerre que les Occidentaux veulent faire aujourd'hui, mais ça sera une guerre fatale qui se produira parce que le bloc des autres, c'est le piège de Thucydide, se battra pour l'emporter sur le bloc des puissances descendantes, c'est-à-dire nous. Il faut éviter ça. Il ne faut pas qu'on soit des puissances descendantes. Parce que tout ce que je vous ai dit sur la France et sur les pays occidentaux, c'est justement ce chemin qui descend. Et nous, ce que nous devons faire, et notre mission, c'est assurer ce développement à l'intérieur de la France, à l'intérieur de l'Allemagne, à l'intérieur des États-Unis. Parce que sans ça, il y a l'Ouest contre le reste, mais aussi la France contre l'Allemagne.
Moi, je fréquente quelques militaires qui ont de bonnes intentions, qui sont favorables à un développement et tout ça, mais qui en viennent à haïr l'Allemagne. C'est les Allemands qui nous volent, c'est vrai, ils nous volent. Par exemple, les Allemands veulent, avec l'OTAN, faire un bouclier spatial européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire livrer le ciel et l'espace européen à l'OTAN. Bravo, hein, dans les conditions actuelles. Ça veut dire la fin de Dassault. C'est pour ça même Dassault se bat contre ça. Et ça veut dire l'espace. Ça veut dire non seulement les avions, mais ça veut dire aussi les missiles, et ça veut dire aussi les fusées, et ça veut dire aussi les drones. Donc, voilà, ça s'appelle la servitude volontaire face à l'OTAN. Donc, il y a quelques raisons de dire c'est pas bien ce que font les Allemands. Mais là, en tirer les conséquences, qu'on est les adversaires des Allemands. Moi-même, un militaire m'a dit, c'est même De Gaulle qui a commis l'erreur avec Adenauer, il a pris Adenauer, il s'est trompé, il fallait faire nous seuls. C'est vraiment, on en vient à d'autres formes d'absurdité. Il faut créer un espace mutuel de développement en Europe et dans le monde. Et enfin, ça peut être une guerre entre la Turquie et la Grèce. Alimenter les deux pays faisant partie de l'OTAN. Alors, j'ai même des amis qui m'ont dit, mais les deux font partie de l'OTAN, deux pays à l'intérieur de l'OTAN ne battront pas, la meilleure garantie de la paix, c'est qu'ils restent à l'intérieur de l'OTAN. Vrai ou faux? En 73. Quoi? En 73, ils sont bien battus. Oui, c'est un bon argument. Mais aujourd'hui, on souhaiterait... Enfin, avant-hier, on aurait souhaité plutôt pas. Et l'OTAN a arrêté cette guerre, il faut le dire. Mais aujourd'hui, dans les conditions actuelles, et c'est là que les gens ne voient pas l'accélération de l'histoire, avec cet exemple, on voit bien que l'OTAN est prêt à qu'ils se battent, même qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas à l'intérieur de l'OTAN. Ce n'est pas l'OTAN qui va garantir quoi que ce soit, au contraire. Donc ça, c'est la géopolitique. Maintenant, il y a le dernier vice, c'est le nôtre, c'est la bureaucratie. C'est le bureaucratique. On est les champions. On est les champions d'un pays où il y a plus de fonctionnaires qu'ailleurs et où l'État et le président de la République donnent à des sociétés de conseil ou à des sociétés privées en général le traitement des affaires et l'orientation des affaires. Alors, certains disent oui, mais c'est parce que McKinsey a financé la campagne de Macron. C'est vrai qu'on a donné à McKinsey la gestion de la Covid. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité, c'est qu'on a créé les conditions où l'État dépourvu abandonne ses fonctions, et elles sont prises avec la complicité des dirigeants, c'est ça la bureaucratie, par le secteur privé. C'est ça la privatisation qui est derrière la privatisation. Et évidemment, entre le public et le privé, on fonctionne. Et vous savez que mon ennemi, en France au moins, c'est l'oligarchie des portes tournantes. Enfin, ce n'est pas l'oligarchie, c'est les serviteurs de l'oligarchie. Les gens qui, dans le public, gagnent à peu près 200 000 euros par an, et dans le privé, allez, plus d'1 million. Et ça tourne, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est complice, c'est-à-dire qu'on va vers le privé. Alors vous avez vu que c'est la grande compétition entre Elon Musk et Bernard Arnault pour savoir quel est l'homme le plus riche du monde. Moi, je dois dire que je suis plutôt partisan d'Elon Musk, bien que ce soit un peu fou. Parce qu'au moins, Elon Musk, il est associé à l'économie réelle. Arnault, il est associé à tout ce qui est la fringue et l'apparence. Polytechnicien, grand joueur de piano classique, hein. Les SS aussi aimaient la musique classique. Bon, passons. On va aller trop loin dans ce temps de comparaison. Non, parce que Bernard Arnault, j'ai une anecdote, quelqu'un qui travaillait pour lui, une jeune femme. Et c'est pour vous dire comment sont ces personnages. Il avait un bébé. Et il était en Suisse. Et il voulait aller à 2500 ou 2800 mètres d'altitude. Et il voulait que le bébé aille avec eux, avec lui et sa femme. Et cette femme qui était nourrice, mais qui avait des compétences d'infirmière, elle a dit non, c'est très mauvais pour le bébé. Il a dit non, c'est avec moi, le bébé ira et montera. Ils sont montés avec le bébé. Bon, il n'y a rien arrivé au bébé, tant mieux, mais vous voyez la mentalité de ces gens. C'est nous qui décidons, et c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Donc voilà. Alors face à ça, El Gazep Larouche et nous-mêmes
avons élaboré les 10 principes d'une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement. Parce que dire il faut un nouveau Bretton Woods, un nouvel ordre économique et monétaire, où l'argent aille au travail, à la production, à l'école, au laboratoire, à l'industrie, à l'agriculture, c'est bien, mais ça paraît formel pour les gens. Malheureusement, ils sont tombés si bas que ça paraît formel. Donc on élève la discussion au niveau de principe. Et le premier, on dit, c'est la souveraineté. Des États souverains, parfaitement souverains. Qu'est-ce que ça veut dire, un État parfaitement souverain? Ça veut dire que c'est Le Pen, c'est les identitaires. Ça, c'est pas des souverains. C'est des souverains de leur nombril. Ça, oui, exact. Mais c'est tout. L'État souverain, c'est l'État qui est exemplaire pour son peuple et exemplaire pour le monde. Ce que, d'une certaine façon, Mendès France et De Gaulle avaient compris. Et qui établit les principes de la Charte des Nations Unies, et pas les trucs bidouillés avec la responsabilité de protéger la finance de l'oligarchie. 500 000 enfants morts en Irak. Ça, non. Mais un ordre de développement mutuel dans lequel on est exemplaire pour l'autre, on est catalyseur pour un pays relativement petit comme la France, on est ce qui peut faire que la réaction chimique se produise. Si vous pensez à Macron, vous pensez qu'il n'y a pas de réaction du tout. C'est comme si vous placiez un ordinateur avec un téléprompteur. Ça ne marche pas. Donc, deuxième principe, ce que Gandhi disait, le premier des droits de l'homme, c'est de manger à sa faim. C'est réduire la pauvreté. C'est pour ça que nous avons approché Ibn Sina pour s'adresser aux pays outragés, que ce soit le Yémen, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit d'autres pays, où il faut donner un minimum de services de santé pour que les gens vivent, un minimum à manger pour que les gens vivent. Donc ça, c'est notre engagement, et à faire penser que ce que le traité de Westphalie avait prévu après tous les massacres en Europe, c'était 1, le pardon des offenses, 2, l'avantage et l'intérêt de l'autre qu'on prend en compte, en espérant que l'autre prenne en compte notre intérêt et notre avantage, mais en le faisant avec cet espoir, mais pas un deal. Et enfin, c'était le pardon, ou le moratoire, ou l'annulation des dettes encourues pour la guerre. Et là aussi, on a la même chose à faire aujourd'hui, parce qu'on tient les peuples par la dette, une dette indue, illégitime, et à l'intérieur de notre pays, pour que la crise du pouvoir d'achat ne soit pas trop, on endette les gens et on leur donne des avantages. Même ça est en train de se finir, parce que dans l'immobilier, qui est la grande crise qui se prépare, vous savez que les banques ne prêtent plus, parce qu'elles ne peuvent prêter qu'à un niveau inférieur à celui du taux d'usure. Or, on est obligé de fixer le taux d'usure, je crois que ça va être maintenant 3,5%. Et les banques peuvent prêter avec avantage vers 2, 2,5%, mais en plus il y a les frais, il y a l'assurance, il y a tout le reste, et ça passe au-dessus de 3,5%. Pour l'instant, c'est 2,5%, et maintenant ça passe au-dessus de 3,5%. Donc les jeunes ménages ne peuvent plus accéder. Donc, vous voyez, je vous dis tout ça pour vous montrer les éléments concrets que tout cela implique. Il y a les 10 principes, vous pouvez en prendre connaissance, que nous avons élaborés, pour être pas des programmes, pas des projets, des éléments de réflexion sur les conséquences de ce que nous ne faisons pas et ce que nous faisons. Et la conséquence de ne pas agir, pour y faire face, c'est pour ça que vous avez adhéré à ce que nous faisons, bien évidemment. Parce que je pense que nous avons ce caractère unique que j'ai essayé de vous expliquer auparavant, et qui est en accord avec le caractère unique qu'avaient ces trois-là. C'est pour ça que nous avons montré aujourd'hui. Bientôt, nous montrerons Marie Curie, Louise Michel et Jeanne d'Arc. Nous montrerons des femmes aussi. Mais avoir ces références-là. Et la dernière, qui est à mon avis la plus choquante pour la plupart des gens, c'est que tout cela ne peut se faire que si on pense que l'homme est fondamentalement bon. Et ce qui arrive de mal, c'est parce qu'il ne fait pas le bien.
si je le traduis en termes un peu grossiers, si vous êtes niqué, c'est parce que vous n'avez pas adhéré à Solidarité et Progrès. Vous ne plaignez pas. Tant pis pour vous. Voilà ce que je dirais à ma façon, qui est un peu ce soir directe et choquante, mal élevée. Oh, il a fait l'ENA, il est si mal élevé. Oh, c'est pas possible. Non. Il faut être mal élevé aujourd'hui, bousculer les gens dans leurs préjugés un peu gentiment, avec bienveillance, un peu à la Confucius, en les montrant devant la contradiction, ou à la Socrate. Et Socrate et Confucius sont très intéressants à voir, parce qu'ils n'assènent pas des choses. Ils amènent les gens à penser d'après ce qu'ils ont pu penser, puis les mettent devant leurs contradictions par rapport à des principes. C'est exactement notre façon de procéder aujourd'hui. Sans ça, c'est la pétaudière, c'est l'Assemblée nationale, et c'est, vous les avez vus, le plus honnête de tous, c'est probablement Hanouna, parce que lui ne dissimule pas. C'est vraiment... Il veut faire du cirque en complet veston, en cravate, en débraillé. Il a compris que c'était un cirque et qu'il y avait pognon à se faire, un pognon de dingue avec le fric. Et il a le Bolloré. Bon, vous l'avez vu avec cet autre idiot qui est le petit député mélenchoniste, qui d'ailleurs était son esclave auparavant, et qui l'engueule comme on engueule un esclave. Et c'est vrai, c'est à juste titre, il a admis ça, l'autre. Il était là pour se faire un pognon de dingue. Maintenant, il se retourne parce qu'il est la France insoumise, et voilà. Et Hanouna, qui est le dictateur, parce qu'il sait qu'il a collecté le fric, il sait qu'il est protégé par Bolloré, peut y aller. Hein. Puis il sait que les gens aiment ça, 2 millions. 2 millions déjà. C'est vraiment inouï ce qui se passe. Ça, c'est que la projection sur le mur de la caverne, hein. Mais c'est inouï. Alors nous, on fait l'inverse. On a fait un soutien au conseil de la ville de Stralsund, en Allemagne, où tous les partis avaient dit, on se réunit, on va faire de Stralsund un lieu de la paix où les pays pourront se réunir et on met toutes nos ressources pour que les pays, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, en fait, le conflit est entre la Russie et les États-Unis aujourd'hui. L'Ukraine, on la voit à la boucherie, hein. C'est la Russie et les États-Unis. Pour qu'ils puissent se réunir et s'entendre, et qu'il y ait éventuellement la Chine, éventuellement la France. On ait enfin notre place comme au Conseil de sécurité. Même les Anglais. Et qu'on puisse faire un arrangement. Poutine avait dit dans le Conseil de sécurité. Nous avons toujours dit avec les grands pays, en particulier la Russie, les États-Unis, l'Inde, la Chine, et les pays qui jouent un rôle. Moi, j'espérerais la France si elle est à la hauteur. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Donc, il faut qu'elle le devienne. Ça, c'est aussi notre mission. Alors, 25 maires français ont signé pour soutenir la ville de Stralsund, et c'est des maires, dont certains que j'ai rencontrés, l'un d'entre eux au moins, qui était en Auvergne, et qui, depuis l'Auvergne, voyait le monde avec beaucoup plus d'intelligence que tous les gens qui sont à l'Assemblée nationale. Donc vous avez ça donne de l'espoir dans ce pays. Des gens qui, sans nous connaître, ont fait leur propre façon de voir. Alors je vais finir par vous lire quelque chose, puis de vous faire écouter quelque chose. Ce que je vais vous lire, c'est Béranger. Certains qui ont vu notre journal ont vu ces poèmes dans lesquels il se moque des gens qui sont en place. C'est Béranger, le grand, qu'on appelle chansonnier, mais en fait c'est un peu un orphéon du XIXe siècle, qui en 1841 va voir Wilhelm. Alors Wilhelm, Louis-Guillaume Boquillon, c'est quelqu'un qui a organisé les chorales dans toute la France. Et des chorales de gens qui ne savaient pas chanter, la plupart du temps, et qui leur apprend. Et qui, en fait, arrive à des chorales de centaines, voire de milliers, à partir de jeunes. Alors, il était à Polytechnique, il était aux Arts et Métiers, il était partout actif, pour créer cet état d'esprit qui fait qu'on chante en chorale en s'écoutant les uns les autres. Alors, ça me rappelle, c'est pas Ruth Elkrief, c'est l'autre, celle qui a un mari dans la finance qui est insupportable, parmi les... Quoi ? Non, c'est une en particulier, qui me dit, mais monsieur Cheminade, vous parlez de faire des chorales, mais il y en a 62 000 en France. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle chante ? Regardez ce qu'elle chante. Et ce qu'elle devrait chanter, pour avoir un état d'esprit créateur. Oh, elle a dit, on dit ça, mais chacun a ses opinions sur ces choses-là. Ça, c'est aussi l'autre chose. Alors voyons l'opinion qu'avait Béranger sur Wilhelm. Et je vous le lis, c'est dans le style de l'époque. Hein. Mon vieil ami, ta gloire est grande. Grâce à tes merveilleux efforts,
Des travailleurs, la voix s'amende et se plie au savant accord. D'une fée as-tu la baguette pour rendre ainsi l'art familier? Il purifiera la guinguette, il sanctifiera l'atelier. La musique, source féconde, épandant ses flots jusqu'en bas, nous verrons, ivres de son onde, artisans, laboureurs, soldats. Ce concert, puisses-tu l'étendre à tout un monde divisé. Les cœurs sont bien près de s'entendre quand les voix ont fraternisé. Alors ça, c'est l'idée de fraternité. Je ne sais pas si elle produit chez vous ce qu'elle a produit tout de suite chez un ami. Elle devrait. C'est un Syrien, d'origine, je pense, arménienne, qui s'appelle Jean Tamidjian, et qui a écrit, après que je l'ai lu ça, immédiatement, parce qu'il est musicien, un hymne à la fraternité, opus 22, en mémoire de Guillaume Louis Wilhelm. Alors vous dites, bon, c'est pas la politique, ça. Si, ça l'est tout à fait. Parce que, qu'est-ce qu'on cherche? Et je voulais parler de ces principes. Ces principes, c'est comme les notes d'une partition. Ça ne veut pas dire que chacun doit être vu comme une chose en soi. Ça veut dire qu'il y a une combinaison, une dynamique, un arrangement qui est votre vie, alors qu'avec d'autres, vous devez faire. Et ça fait la chorale. Et ça fait la chorale des pays du monde, et ça fait la chorale des gens en France que nous devons constituer. Donc, nous devons être ici ce soir l'embryon de cette chorale, le début de cette chorale. C'est pas simplement prendre ma carte, la bourrée d'un néron, et après je deviens un pion de plus, dans une pionnerie supplémentaire. Il y a la pionnerie de l'administration, la pionnerie des partis, la pionnerie de l'école, la pionnerie de tout. Vous connaissez la meilleure blague qui me plaît beaucoup sur l'école? Je fais un intermède. C'est une blague juive extraordinaire. C'est quelqu'un qui reste dans son lit et qui ne veut pas se lever. Et sa mère lui dit, mais c'est le lever, tu dois aller à l'école. Il dit, oh non, oh non, oh non, il se met sous les draps. Puis elle revient, mais c'est le moment d'y aller. Non, non, je ne veux pas, je ne peux pas supporter. Mais vas-y, dit la mère, je t'ai préparé le petit déjeuner, tu peux prendre le petit déjeuner, il faut aller à l'école. Non, 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 je ne veux pas, ça ne me plaît pas, j'aime pas ce milieu, j'ai peur. Mais il faut y aller. Alors elle dit, mais maman, donne-moi un argument pour y aller. Mais rappelle-toi que tu es le professeur. C'est une très belle blague dont vous devez vous rappeler et la transférer à ce que vous faites vous-même ou ne faites pas. Voilà, je voulais finir sur ça, mais pas tout à fait sur ça, en vous disant que cette idée de fraternité, c'est ce qui est perdu dans la liberté et dans l'égalité. Et je pense que quand même des choses sont gagnées, parce qu'on n'entend pas la rumeur venue du bas, et ça devrait être pourtant l'heure. Quoi ? C'est l'heure. C'est l'heure, et on n'entend pas. On n'entend pas encore la rumeur venue c'est pire qu'à Rome. Hein. À Rome, c'était du pain et des jeux. Là, ça va être des jeux sans pain. Donc, on commence comme ça, on n'y est pas encore. Hein. N'exagérons pas, mais on y va. Et je voudrais faire avoir aussi ceux qui sont ici, qui vous chantent, toujours dans cette conception de ce qu'on peut éveiller chez l'être humain, qui vous chantent Dona nobis pacem. Dona nobis pacem, c'est dans la Newsday, ça fait partie de la Newsday, et ça fait partie où les péchés du monde sont oubliés, ils sont effacés, et on se mobilise pour avoir la paix. Et ça, c'est Dona nobis pacem. Et nous voulons faire ça dans le monde entier, quelque chose qu'on va chanter. Voulez-vous avoir la chorale qui vous le chante ici pour terminer, pour vous donner le sens de la manière dont on essaye de toucher, pas seulement à la raison et à la science, mais aux émotions qui devraient être associées au bien commun. No.